Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Donc ceci est la dernière séance du séminaire que j'ai eu le plaisir d'organiser avec Özge Biner pendant toute cette année, séminaire qui a eu un grand succès, je vous en remercie, dû à la qualité des personnalités que nous essayons d'inviter à chaque fois. Alors pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, je donnerai une leçon de clôture, quelque chose d'assez solennel, hein, comme certains professeurs le font, une leçon de clôture et ce sera le 15 mai à 17h, non pas à 18h qui est l'heure habituelle des leçons inaugurales, mais une leçon de clôture qui aura lieu le 15 mai à 17h. Donc je pense que cette date est fixe et cette heure également. Voilà, donc pour cette dernière séance, eh bien, un duo d'enfer. Je vais d'abord présenter dans l'ordre de parution donc Philippe Portier. Nous connaissons de longue date maintenant, Philippe. Alors, Philippe est politologue, mais en réalité, il est aussi historien et sociologue, un spécialiste des rapports politiques et religion dans les sociétés contemporaines. Et je dirais que la caractéristique de Philippe, c'est d'étudier les modèles de laïcité en France, qui sont évidemment âprement discutés, mais aussi à travers l'Europe, puisque nous ne sommes pas, là, les Français, ou une fraction, la classe politique ou intellectuelle française n'est pas propriétaire de la laïcité. Il y a plusieurs modèles, non seulement en France, mais également en Europe, et c'est toujours passionnant de faire de la comparaison internationale dans ce domaine. Alors, Philippe Portier est agrégé de sciences politiques. C'est un Breton. Il a enseigné au lycée Renan de Tréguier, donc on ne peut pas être plus breton. Même si c'est la Bretagne du Nord, alors que tu es né dans la Bretagne du Sud. Mais bon. Et donc, après avoir enseigné dans le secondaire, il a fait une thèse sur la pensée politique de l'Église, notamment les écrits politiques de Jean-Paul II. Il était professeur à Rennes, ensuite élu directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Et vous avez remarqué que j'ai invité pas mal de gens de l'EPHE au cours de ce séminaire, ce n'est pas par hasard. Nombreuses publications, vous pouvez voir ça sur Wikipédia, dont certaines ont été très très marquantes, sur les religions avec l'Europe, en Europe, avec Jean-Paul Willem, qui a été ton complice de longue date, mais tu as succédé à Jean Bobéro, qui a été vraiment une figure tout à fait fondamentale sur l'histoire des laïcités. Et puis, tu as également, parmi les nombreuses comités auxquelles tu as participé, tu as été membre de la SIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Et tu étais notamment responsable de toute l'enquête archivistique, historique, interrogation des évêques, interrogation des archives des diocèses. Voilà, donc tu as joué un rôle tout à fait essentiel dans l'enquête de la SIAZ, mais tu as aussi travaillé avec le CERI, avec le Centre d'études de relations internationales, et en 2021, tu as cofondé la Vigie de la laïcité, qui est une association de réflexion sur la laïcité, qui est un peu ce qui est la transformation de l'ancien observatoire de la laïcité qui était dissous par Jean-Michel Blanquer. Et dans cet observatoire, cette Vigie de la laïcité, eh bien, on retrouve Jean Bobéro, Jean-Louis Bianco, Nicolas Cadenne, Nilufer Gueulet, qui est une directrice d'études à l'EHESS, et Valentine Zuber, qui est un peu la nouvelle génération à l'EPHE sur la sociologie des religions et de la laïcité. Stéphanie Hénette-Vauchez, vous êtes professeure de droit public à Nanterre depuis 2010. Vous avez, je ne sais pas, c'est vous qui avez fondé le CREDOF ou vous le dirigez? Ah oui, eh bien oui, parce que oui. Nanterre, c'est une université où on a des professeurs de droit prestigieuses, puisqu'il y a eu Mireille Delmas-Marty et Madame Lochac, donc voilà.
Donc le CREDOF, qui est un centre de recherche, d'études et de documentation sur les droits fondamentaux. Et très tôt, dès votre thèse, qui portait sur les droits de la personne, sur son corps au moment de la période de la mort, très tôt, vous êtes intéressé à la fois aux droits de l'homme, à la bioéthique, et puis ensuite, le genre aussi est devenu pour vous une dimension essentielle. Vous êtes lauréate senior de l'Institut universitaire de France. Moi, je vous avais découvert grâce au manuel de liberté fondamentale que vous aviez publié avec Diane Roman, qui est un manuel tout à fait imposant, un droit de l'homme et liberté fondamentale, dans la collection des hypercours de Dalloz, qui est un instrument pédagogique absolument formidable. Sur la laïcité, vous avez écrit beaucoup de choses. Il y a un petit livre sur l'affaire Babylou. Vous avez aussi publié, il y a 2 ans seulement, L'école et la République, la nouvelle laïcité scolaire chez Dalloz encore, ou Anamosa, la collection des petits livres Anamosa, le mot est faible. Vous avez rédigé le petit volume Laïcité. Donc, et en même temps, vous avez également d'autres sujets d'intérêt. Vous vous êtes insurgé contre la tentation de proclamer des états d'urgence et de les prolonger. Et donc, vous avez expliqué dans diverses tribunes et diverses publications à quel point la prolongation d'état d'urgence était quelque chose d'extrêmement dangereux, et vous avez mis en garde contre ça. Donc, vous êtes une femme extrêmement active, engagée, et en même temps formidablement documentée. Et c'est pour toutes ces raisons que je tenais absolument à vous inviter. Vous avez failli venir il y a 2 ans lorsque le droit des migrations était au programme, et puis ça n'est pas pu se faire pour des raisons d'emploi du temps. Et je suis donc très très heureux de pouvoir vous donner successivement la parole, Philippe Portier et Stéphanie Annette-Vauchez. Bien, merci beaucoup, cher François, de ton invitation. Je suis vraiment très, très heureux très honoré aussi d'être là aujourd'hui avec vous pour évoquer, mesdames et messieurs, la question des laïcités européennes. Alors, il s'agira d'une analyse comparée, mais qui suppose évidemment de faire retour à ce qui explique pourquoi, à un moment donné, les sociétés européennes ont embrassé la solution laïque. On ne peut expliquer ce mouvement qu'en faisant référence, me semble-t-il, au basculement civilisationnel induit par le moment moderne. Ce tournant moderne intervient quelque part autour du XVIIe, XVIIIe siècle, en bouleversant tout à la fois la conception traditionnelle du sujet et la conception traditionnelle du pouvoir politique. Conception traditionnelle du sujet, avant la modernité, dans la Respublica Christiana, le sujet se concevait tout d'abord comme une créature en situation de dépendance vis-à-vis de l'instance, Dieu, qui l'avait porté à l'existence. Dans ce modèle, évidemment, les devoirs l'emportaient sur les droits, la liberté existait, mais elle n'était pas considérée comme une liberté d'autonomie. Comme le disait saint Thomas d'Aquin, être libre, c'est d'abord obéir aux prescriptions de la loi éternelle. Avec la modernité, le monde change de base. L'homme ne se conçoit plus comme créature, mais d'abord comme créateur de sa propre existence. Ce que disait Shakespeare dans sa pièce fameuse, Coriolan, être l'auteur de mes propres jours, sans parents ni passé. Bref, l'invention de la table rase. Dans ce monde-là, les droits l'emportent sur les devoirs, la liberté devient liberté d'autonomie. À cette reconfiguration du sujet, de la notion de sujet, se superpose la recomposition de la notion de pouvoir. Le pouvoir, hier,
faisait partie, comme on le disait au début de la Renaissance, de la grande chaîne de l'être. Il s'inscrivait dans un ordre voulu par Dieu, au sein duquel l'État, le pouvoir, le prince, avait mission de conduire ses assujettis, ses administrés, sur le chemin d'une perfection morale d'où dépendait probablement l'accès à un éventuel salut. La loi de l'État dans ce monde n'est pas une loi souveraine. C'est une loi qui s'inscrit dans ce qu'on appelait encore l'échelle mystique de l'être, une loi qui, pour trouver sa légitimité, devait s'inscrire dans la conformité à la loi naturelle divine. On sent bien qu'à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, on se souvient de Hobbes, de Locke, par exemple, l'État prend une toute autre forme. L'État devient à lui-même son propre maître, il n'a d'autres principes que ceux qu'il se donne, des principes qui lui viennent de son institution par le peuple, par la société elle-même, dont il doit servir les droits de ses sujets. Dans ce cadre-là, le pouvoir qui était hier au service de la perfection morale, du salut éventuel de ses sujets, devient simplement, de manière très immanente, le serviteur des droits de la personne, le serviteur des droits de l'homme et, au sein de ces droits, le serviteur d'une liberté de conscience à partir de laquelle le sujet va construire son propre monde. Liberté de conscience qui trouve à s'exprimer, bien sûr, dans des libertés d'application, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de religion. Il est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 un article fameux, l'article 10, qui résume très clairement cette ambition du pouvoir de se placer au service de la liberté de conscience de ses assujettis. Cet article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789, c'est l'article 10. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses. On voit ici que l'ordre traditionnel du monde se transforme. Il était lié hier à l'unité morale, à l'homogénéité religieuse, ce qu'on appelait l'unité de foi. Il devient maintenant au service de la pluralité des choix métaphysiques, des choix éthiques portés par les individus que rassemble une société. Alors une question se pose évidemment, comment dans ce monde à ce point transformé, comment faire vivre ensemble des êtres qui se veulent tout à la fois égaux et différents, qui affirment à partir de leur seule raison leur choix d'existence. Certains veulent persévérer dans la croyance en Dieu, d'autres décident à un moment donné de déserter ce rivage métaphysique pour s'installer dans une stricte immanence. Comment faire vivre ensemble ces individus-là, partagés par les choix ultimes de leur propre existence? C'est ici que s'invente une solution dont parlait tout à l'heure François Héran, une solution qui est la solution laïque, qui n'est pas simplement une solution française, qui est une solution partagée par tous ceux qui, à un moment donné, entrent dans le tournant moderne que je disais à l'instant. Alors cette solution laïque, elle va, bien au-delà de la société française, trouver une définition qui permet d'en dessiner l'architecture. Cette société laïque, elle repose tout d'abord sur un principe téléologique. Il y a laïcité, c'est en tout cas ce vers quoi tendent les pouvoirs occidentaux, lorsqu'une société accepte de placer au cœur même de ses préoccupations la préservation de la liberté de conscience de ses assujettis. Liberté de conscience de ses membres, il y a laïcité lorsque une société, précisément, répond à cette finalité. À côté de ce principe téléologique, il y a lieu de placer un principe instrumental. Comment faire
dans une société pour que la liberté de conscience de chacun puisse être respectée. C'est ici qu'intervient un deuxième principe tout aussi essentiel, même s'il est instrumental quand l'autre est d'abord télélogique, quand l'autre dessine une finalité. Ce deuxième principe, c'est le principe de neutralité du pouvoir politique. Le pouvoir, hier, était au service d'une option métaphysique, il devient désormais au service des droits du sujet, et parce qu'il est au service des droits du sujet, doit abdiquer toute préférence en fonction d'une option du bien privilégié. Le pouvoir sera neutre, il se tiendra désormais à distance de tout ordre métaphysique qui, hier encore, dans la Respublica Christiana, venait valider, légitimer son propre ordre juridique. On voit bien que la solution laïque articule liberté de conscience et État neutre. Encore faut-il préciser que si toutes les sociétés occidentales, lorsqu'elles entrent dans la modernité, acceptent globalement ces deux principes, ces sociétés ne leur donnent pas nécessairement les mêmes formes. Et on voit bien se construire, à partir du XVIIIe, XIXe, XXe siècle, avec des écarts parfois dans le temps, on voit bien se construire différents modèles d'articulation de la relation entre la liberté de conscience et la neutralité de l'État. Être danois, ça n'est pas être français. Être français, ça n'est pas être britannique. Être britannique, ça n'est pas être américain. Alors, comment les États construisent-ils leur propre laïcité ? À quel sens donnent-ils, d'un point de vue très matériel, à leur propre modèle laïque ? Dans un premier temps, je le disais à l'instant, les modèles sont tout d'abord des modèles nationaux. Ce qui caractérise le XVIIIe, XIXe siècle, c'est, après l'éclatement de la République chrétienne, la constitution de l'espace européen en marqueterie nationale. Et chacune de ces entités nationales donne à la laïcité, à cette solution que je décrivais, qui s'articule, je le répète, autour de la liberté de conscience et de la neutralité de l'État, sa propre figure, lui inspire sa propre tonalité, une laïcité qui s'inscrit dans un cadre national qui la configure. Nous sommes là dans un moment de nationalisation des laïcités et tout le problème que je voudrais essayer de poser dans le cadre des 45 minutes qui me sont imparties, c'est d'essayer de voir si ces modèles nationaux qui apparaissent au moment de l'entrée dans la laïcité ont perduré, ont persévéré à travers le temps. Alors vous avez deux thèses en la matière. Une première thèse consiste à dire, manifestement, il y a une très forte viscosité des habitus nationaux. Les choses ne changent pas. Être français du point de vue laïque, ça n'est pas la même chose qu'être danois. C'est une première thèse qui consisterait à dire que le principe de la prégnance nationale demeure à travers le temps. Ce que l'on peut opposer à cette thèse, c'est qu'il peut y avoir aussi des phénomènes de cosmopolitisation, d'européanisation des modèles de laïcité, et que finalement, même si des traces de modèles nationaux demeurent à travers le temps, elles ont tendance à s'effacer sous l'effet du passage, peut-être, à une autre figure de la modernité. Viscosité des modèles nationaux ou, au contraire, plasticité des modèles nationaux. Vous voyez qu'il y a ici une alternative, le choix finalement entre la pérennité d'un côté et puis le changement d'autre part. La thèse que je voudrais essayer de vous proposer, c'est la thèse du changement. Vous dire que les modèles de laïcité ne sont pas restés tels qu'en eux-mêmes. Sans doute y a-t-il des héritages multiples dans la société européenne, mais des héritages multiples qui sont aujourd'hui retravaillés sous l'effet d'une cosmopolitisation des existences et qui, d'une certaine manière, permettent de repérer dans l'espace européen des trajectoires qui apparaissent comme des trajectoires convergentes.
2 points, donc. Tout d'abord, vous dire les héritages, des héritages nationaux extrêmement forts, et puis ensuite, dans un deuxième temps, peut-être vous présenter cette thèse à laquelle je tiens, cette idée que les modèles nationaux sont parfois réactivés par les acteurs politiques, mais des acteurs politiques qui ne parviennent pas, d'une certaine manière, à remettre en cause leur possible convergence. Héritage pluriel, donc, c'est peut-être ce par quoi il faut commencer. Alors, la première modernité, je le disais à l'instant, car vous avez compris que mon intervention d'aujourd'hui va reposer sur une méga-variable. La méga-variable, c'est la figure de la modernité. Le premier moment, première modernité, qui nous conduit jusqu'aux années 1950, 1960, 1970, vous voyez, cette période qui est une période tournante, est marquée par une nationalisation des existences. Et puis, j'essaierai ensuite de vous dire que si les modèles de laïcité évoluent et convergent les uns vers les autres, c'est peut-être parce que nous sommes passés, dans les années 1960-1970, dans une deuxième figure de la modernité que j'appellerai ici la modernité tardive, la deuxième modernité, ou pour parler comme Jürgen Habermas, la modernité avancée. Alors, je voudrais tout d'abord m'arrêter sur la première modernité, cette modernité qui va déterminer des héritages nationaux dont nous avons aujourd'hui des traces, même si, comme j'essaierai de vous le montrer, ce sont des traces qui sont un peu évanescentes. Alors cette première modernité, elle repose fondamentalement sur l'idée d'une structuration des existences collectives à partir de l'entité nationale. Entité nationale, cela veut dire que dans un pays où il y a plusieurs nations, il y aura plusieurs laïcités. On peut cependant, en fonction des structures religieuses, des structures politiques, des états du droit, repérer des catégories qui sont des catégories rassembleuses, des catégories qui permettent, au fond, d'agréger autour d'elles-mêmes des expériences nationales diverses. Et on peut repérer, me semble-t-il, jusqu'aux années 1960-1970, 2 grands modèles d'articulation de la relation entre l'État et les communautés confessionnelles, entre l'État et les forces religieuses. Vous avez un premier modèle qui est le modèle qu'on pourrait appeler le modèle de la séparation. Modèle de la séparation, à quoi correspond, dans les pays souvent du nord de l'Europe, un modèle qui est un modèle de la coopération, modèle de la coopération, parfois modèle de confessionnalité, qui associe l'État et les églises, l'État parfois est une église, dans le cadre d'une association qui, pour ceux qui défendent ce type de modèle, ne remet pas en cause du tout l'idée de neutralité de l'État que je plaçais tout à l'heure, vous vous en souvenez, au principe même de ma définition de la laïcité. Alors ce sont ces 2 modèles-là que je voudrais successivement vous présenter. Modèle de séparation d'un côté, modèle de compénétration, parfois tendant vers la confessionnalité de l'autre. Alors modèle de séparation, ce sont des modèles qui vont marquer essentiellement le sud de l'Europe occidentale. On le trouve, ce modèle de séparation, dans l'Italie de la fin du XIXe siècle, on le trouve au Portugal dans les années 1910, on le trouve aussi en Espagne dans les années 1931-1936, avant la réaction franquiste. Ce sont des modèles qui caractérisent l'Europe du Sud, et au sein de ces modèles, évidemment, l'espace français joue un très grand rôle. Très souvent, il s'est inspiré de modèles étrangers, il s'est inspiré en particulier du Mexique de Benito Juárez, il s'est même inspiré, on l'oublie trop souvent, de la séparation américaine, celle de 1791, mais c'est un modèle qui, ensuite, est devenu lui-même exemplaire pour toute une série de défenseurs d'une laïcité séparative. Alors ce modèle de séparation, il repose sur 2 grands principes. Négativement, il récuse
toute reconnaissance, toute officialisation des cultes. Positivement, il affirme leur égalité. Aucun culte ne doit être contre-distingué par l'État, ne doit obtenir de privilèges dans le cadre de la structure politique portée par l'État-nation. Alors si l'on reprend la question française, si vous voulez, on peut dire que ce modèle de séparation se met en place avec l'arrivée des républicains au pouvoir en 1879. C'est un modèle qui transforme totalement le cadre axiologique de la société française et qui en transforme aussi le cadre institutionnel. Transformation du cadre axiologique lorsque nous lisons les textes des républicains des années 1870-1880, nous voyons que nous ne sommes plus dans le modèle porté par Napoléon et son grand juriste Portalis. Napoléon et Portalis considéraient que la morale religieuse était au fondement même de la morale sociale et que l'on ne pouvait concevoir une société disciplinée, une société rationnelle même, sans faire usage des ressources portées par les grands récits religieux. Les choses changent totalement avec les républicains. Les républicains des années 1880 considèrent que la morale commune, indépendante de toute dogmatique, peut être suffisante pour construire une société de bonne aloi, une communauté des citoyens rationnels et émancipés. Il s'inspire très souvent de l'œuvre de Kant en considérant que, bien sûr, il est un ciel étoilé, mais que ce qui compte d'abord, c'est la loi morale fixée dans le cœur de chacun. Loi morale fixée dans le cœur de chacun que la raison, que la conscience découvre sans qu'il y ait besoin du support d'une institution religieuse qui viendrait en donner le sens. Vous voyez que nous sommes là dans une transformation axiologique radicale qui va se traduire par une transformation de type institutionnel. Puisque le religieux n'est plus nécessaire pour construire le monde social, nous pouvons, au niveau du système, au niveau de l'organisation de l'État, placer le religieux en dehors de la sphère de la reconnaissance, en dehors de la sphère de l'officialité, pour le traiter comme une association simple de droit privé. C'est ce qui va advenir à partir des années 1880, sur le fondement d'abord d'une séparation de l'État et des écoles. Les écoles doivent pouvoir s'organiser à partir de la morale indépendante que je disais tout à l'heure, à l'abri des intrusions portées par l'institution catholique. Et puis, il y a quelques 20 ans plus tard, je vais vite, mais nous pourrons y revenir lors du débat qui suivra cette intervention, quelques 20 ans, 25 ans plus tard, interviendra la grande séparation, la séparation de 1905, une séparation qui met fin au système des cultes reconnus portés par Napoléon Bonaparte, pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure. Nous avions besoin, disait Bonaparte, de cette masse de granit qui était le récit religieux. Nous pouvons maintenant nous en séparer, disent les républicains, qui remettent en cause l'officialisation des cultes telle qu'elle pouvait exister sous le régime concordataire pour faire prévaloir désormais une séparation dans laquelle la République ne reconnaîtra, ne salariera, ne subventionnera aucun culte. Nous sommes là dans un monde qui affirme une neutralité forte de l'État vis-à-vis des religions, une extranéité des religions vis-à-vis de l'État, extranéité d'ailleurs réciproque, au motif que c'est par cette extranéité que pourra s'affirmer ce que l'article 1er de la loi de 1905 affirme lui-même, que la liberté de conscience est le principe premier de cette laïcité qui est alors en train de prendre sa forme étatique.
Vous voyez que nous sommes là dans un monde qui est un monde de la séparation qui vaut d'abord au niveau de l'école et qui va ensuite se diffuser au niveau de l'État. Alors ce modèle-là, il se trouve d'une certaine manière concurrencé par un autre modèle qui est un modèle qui vaut essentiellement dans les pays du nord de l'Europe, mais pas simplement dans les pays du nord de l'Europe, on le trouve aussi dans une autre zone de l'Europe qui est la zone du sud-est européen, marquée en particulier par la présence de la religion orthodoxe. La Grèce, par exemple, relève du modèle que je vais vous décrire maintenant, qui est le modèle d'association. Alors ce modèle d'association, on le trouve sous sa forme peut-être la plus pure ou la plus brutale, diront certains, la plus radicale en tout cas, du côté des pays scandinaves. Dans ces pays scandinaves, mais aussi en Grèce, on voit bien que le modèle ne présente pas, du point de vue de ses principes généraux, les mêmes traits que le modèle de séparation porté par la société française, par la société espagnole, par la société italienne, à certains moments de leur histoire. Tout d'abord, dans ces sociétés-là, sociétés scandinaves, le Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande, où se trouvent reconnues d'ailleurs deux religions, religion luthérienne et religion orthodoxe, et l'Islande aussi, on voit d'abord se dégager un premier principe, qui est le principe d'une reconnaissance, d'une officialisation d'un culte particulier. Un culte particulier se trouve reconnu, et puis s'y ajoute évidemment, puisqu'il y a reconnaissance d'un culte particulier, une secondarisation des autres expressions religieuses. Alors, on pourrait se dire, mais enfin, nous sommes très loin là d'un modèle de laïcité. Sauf que, officialisant un culte, secondarisant les cultes minoritaires, on ne remet pas en cause pour autant cette idée de liberté de conscience, cette idée d'égalité aussi des citoyens devant la chose publique, cette égalité qui accompagne la liberté de conscience et dont les pays du nord de l'Europe sont souvent aussi les porte-paroles, et parfois des porte-paroles plus exigeants que les pays du sud. Alors, on peut, si vous voulez, tenter de décrire ce modèle d'association autour de deux éléments essentiels. Il y a d'abord, et pour nous Français c'est toujours évidemment un motif d'étonnement, une coopération de type symbolique. Si l'on prend par exemple le cas danois, à travers la Constitution qui signe l'entrée du Danemark dans la modernité libérale, la Constitution de 1849, prolongée pratiquement dans les mêmes termes par la Constitution de 1953, on voit que le Danemark reconnaît de manière privilégiée une religion parmi d'autres. Cette religion parmi d'autres, c'est la religion luthérienne, et il est précisé dans un des articles de la Constitution de 1849, repris à l'article 4 de la Constitution de 1953, que l'Église évangélique, nous sommes dans la Constitution, que l'Église évangélique luthérienne est l'Église nationale, on parle de Folkekirke, l'Église nationale danoise, qui jouit comme telle du soutien de l'État. Alors, vous voyez que vous avez inscrit dans le texte constitutionnel une distinction particulière qui fait d'une force religieuse spécifique, l'Église luthérienne évangélique, une associée, un démembrement, en tout cas un élément qui mérite d'être reconnu par le texte constitutionnel lui-même. Alors, tout cela n'empêche pas un juridictionnalisme, cette reconnaissance par l'État d'une association particulière, ici l'Église luthérienne évangélique, ne conduit pas l'État à se tenir à distance de cette Église-là. Pour ce qui concerne le Danemark, l'Église est un département de l'État et à ce titre se trouve subordonnée aux règles posées par le Parlement et appliquées par un ministère particulier qui s'appelle le ministère
de l'Église. Soutien donc qui est un soutien réel, une religion se trouve contre-distinguée, mais qui, parce qu'elle est officiellement reconnue, suppose en même temps un système de surveillance de la part de l'État. Système de surveillance qui ne s'applique pas du tout de la même manière pour ce qui a trait aux cultes minoritaires qui, eux, disposent, dans leur modalité d'organisation, d'une plus grande distanciation vis-à-vis des règles posées par l'État lui-même. Alors, cette Église, elle se trouve très largement subventionnée par l'État danois. Je pourrais en dire autant pour ce qui a concerné longtemps la Suède, la Norvège, ou pour ce qui concerne le sud de l'Europe, la Grèce. Il se trouve que l'Église luthérienne, et c'est encore le cas aujourd'hui, peut prélever auprès de ses membres un impôt qui se trouve être à l'origine des financements les plus massifs de l'Église en question, auxquels s'ajoutent cependant des subventions venues du ministère de l'Église qui permet à cette Église évangélique d'avoir les ressources lui permettant d'assurer son propre fonctionnement. Cette Église dispose, par ailleurs, du droit d'intervenir dans les écoles au titre de l'enseignement religieux dont elle a longtemps assuré, à partir de ses propres traits confessionnels, la délivrance dans le cadre de programmes qu'elle contribuait avec l'État à dessiner. Alors, évidemment, nous sommes là dans un monde qui est un monde très différent du nôtre, et on pourrait se demander en quoi ce monde est laïque. Je le répète, tout simplement parce qu'il s'inscrit dans le respect d'une liberté de conscience qui vaut pour tous les citoyens, indépendamment de leurs appartenances religieuses. La chose est d'autant plus nette que lorsqu'on analyse l'évolution de cette Église luthérienne à travers le temps, elle s'est très largement sécularisée. Ce qui caractérise l'Église catholique du XIXe siècle, c'est le fait précisément qu'elle se fige dans une intransigeance qui explique la dureté des séparations. Ce qui caractérise au contraire l'Église luthérienne du nord de l'Europe, c'est qu'elle accompagne la sécularisation en évidant ses contenus de foi des aspects les plus traditionnels qui pouvaient caractériser son rapport au monde ancien. Alors, une question, évidemment, se pose. Je suis allé très, très rapidement sur cette description. Il aurait fallu être plus disert, probablement. Mais comment expliquer que, dans un cas, on ait pu, au sud de l'Europe, choisir d'embrasser le système séparatiste, comme le disait Victor Hugo en 1850, l'Église chez elle, l'État chez lui, alors que, dans le nord de l'Europe, la Constitution elle-même fait droit à l'officialité spécifique d'un culte parmi d'autres. Qu'est-ce qui peut expliquer cette différence des modèles ? Alors, il semble bien qu'il faille repérer trois raisons principales. La première raison, c'est que c'est une raison de type théologique ou religieux. Les structures idéologiques des églises dominantes ne sont pas les mêmes. Du côté du catholicisme, je le disais à l'instant, il y a tout au long de l'entrée dans la modernité, 19e, 20e siècle encore, disons jusqu'à Vatican II, il y a une fixation de l'Église sur une théologie qui est une théologie foncièrement antimoderne. Cette théologie antimoderne, elle est symbolisée par la systématique de l'État catholique, suivant laquelle le bon État n'est pas l'État des droits de l'homme. Le bon État, c'est celui qui promeut une morale, une théologie conforme à celle qu'énonce l'Église. Vous savez que jusqu'à Vatican II, l'Église catholique est encore porteuse d'une théologie du pouvoir indirect, potestas indirecta, suivant laquelle l'État doit soumettre ses propres normes à la règle posée par l'Église elle-même. Alors évidemment, tout cela travaille les républicains, les grands défenseurs du diocèse émancipé, comme le disait Sainte-Beuve,
et se disent, on le voit très bien dans les textes d'un Jules Ferry, on le voit très bien dans les textes d'un Léon Gambetta, peut-on encore rester dans l'alliance avec une Église qui, à ce point, s'éloigne de la systématique des droits de l'homme? Poser la question, c'est déjà y répondre. Il est impossible de demeurer dans la tâche avec une Église qui, par tous ses principes, par toutes ses mobilisations, remet en cause la civilisation nouvelle. Il n'en va pas du tout de même pour ce qui concerne le monde danois, le monde norvégien, le monde suédois, où, comme je vous le disais à l'instant, les églises luthériennes, les églises évangéliques, ici, ont connu un processus d'évitement de leur propre substance intransigeante et ont accompagné le mouvement de la modernité. C'est un point qui a permis, là, d'autant que ces églises n'étaient pas liées à une puissance extra-nationale, comme c'était le cas avec l'Église catholique, d'intégrer dans l'État moderne cette Église qui, au fond, acceptait le principe de sa propre sécularisation. Alors, il y a d'autres raisons que j'évoquais à l'instant, je ne vais pas m'y attarder, des raisons qui sont des raisons culturelles aussi, qui tiennent aux différences entre le Nord et le Sud, des raisons qui sont également des raisons sociales sur la façon dont d'un côté les Espagnols, les Italiens, les Français embrassent le rapport à leur propre Église, et puis la façon dont les Danois, les Norvégiens, les Suédois sont en lien avec leur propre Église. On a là affaire à des modèles qui sont des modèles nationaux très différents, sur lesquels je ne m'appesantis pas, car il faut que j'ouvre la deuxième partie de cet exposé. Il me reste très peu de minutes et je voudrais aller le plus vite possible vers la fin de cet exposé maintenant. C'est pourquoi je passe sur les raisons qui peuvent expliquer ces différences de modèles nationaux dans la marqueterie européenne. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait probablement analyser notre époque comme le moment de l'avènement d'une deuxième modernité. Alors vous savez qu'en sociologie, on a tendance à la fois à penser la modernité dans sa globalité et à dire qu'il y a bien quelque part, c'est par cela d'ailleurs que j'ai commencé mon exposé, quelque part autour du XVIIIe siècle, un tournant tout à fait décisif. Tournant décisif suivant lequel nous passons en somme d'un monde théocentré, fondé sur la figure de Dieu, à un monde anthropocentré, cette idée que c'est autour de la souveraineté du sujet que le monde doit désormais se construire. Quand on dit cela, on ne commet pas une erreur. Il y a bien un tournant civilisationnel à ce moment-là. Mais il ne faut pas en rester là. Il faut bien voir que la société moderne connaît des phases. Et les sociologues qui travaillent sur la modernité, les sociologues de la modernité, repèrent très souvent deux grands moments dans cette modernité, qui peuvent nous aider à comprendre les évolutions des modèles laïques aujourd'hui. Première modernité, c'est une modernité qui est caractérisée, disons jusqu'aux années 1950-1960, par plusieurs traits. Le premier trait, c'est que cette première modernité, elle est marquée par des nations, c'est la grande thèse de l'historien sociologue Hobsbawm, marquée par une superposition entre unité politique et unité culturelle. Unité culturelle parce que même s'il y a des personnes qui croient au ciel et d'autres qui n'y croient pas, tous ces gens-là viennent au fond d'un même substrat moral, religieux, qui est le substrat chrétien. Et il y a là une sorte d'homogénéité culturalo-religieuse qui vient former le propre de la nation. S'ajoute à cela, première modernité, une conception messianique de l'histoire. Cette idée que nous nous acheminons vers un progrès infini de nos conditions d'existence, de nos modes d'être et de vivre.
l'idée de progrès, cette consécration de l'histoire qui affecte au fond tous nos imaginaires jusqu'aux années 1960-1970. Et puis s'ajoute à cela, à côté de l'unité culturalo-religieuse, à côté de la vision progressiste de l'histoire, une vision utopique du politique. Cette idée précisément que le progrès va être porté par un État légal rationnel, dans le cadre d'une société qui est une société structurée par la frontière. Or, la deuxième modernité, il faudrait ici reprendre les thèses d'un Hartmut Rosa, les thèses d'un Jürgen Habermas, les thèses du point de vue philosophique d'un Jean-Marc Ferry, se retrouvent pour nous dire mais finalement, cette première modernité, elle a subi, au cours de ces dernières années, un bouleversement total. Bien sûr, cette deuxième modernité dans laquelle nous sommes embarqués les uns et les autres continue de se fonder sur la systématique du sujet souverain que je disais tout à l'heure, mais dans un cadre qui a été profondément bouleversé. Reprenons les trois éléments que je disais à l'instant. Unité culturelle et religieuse. À quoi sommes-nous confrontés? François anime les séminaires constamment sur cette question, à une pluralisation, au contraire, des appartenances religieuses, mais aussi des appartenances morales, des fixations éthiques dans des sociétés qui sont des sociétés marquées, comme le disait Charles Taylor, par une sorte d'effet supernova de l'éclatement. Conception messianique de l'histoire. Qui dirait aujourd'hui que l'histoire s'achemine nécessairement vers un horizon enchanté? C'est tout le rebours, une période d'incertitude. Cette idée précisément qu'il n'est plus possible aujourd'hui de défendre une conception messianique de l'histoire. Et puis, problème de l'utopisation du politique. Qui dirait que l'État est encore capable aujourd'hui de porter par lui-même, comme le voulait Hegel, l'esprit de l'histoire telle qu'elle va? Plus personne probablement, et l'État lui-même admet constamment d'être pris en défaut d'efficacité matérielle et symbolique. Nous sommes là dans un monde de la deuxième modernité qui vient affecter les systèmes juridiques qui s'étaient construits au moment de la première modernité. Alors les choses peuvent ne pas se dire de la sorte, mais on voit bien qu'à partir des années 1970-1980, tant dans les pratiques que dans les appareillages juridiques, les choses viennent changer dans notre marqueterie européenne. Alors, je voudrais ici, ayant présenté ce cadre théorique, vous dire simplement deux mots, car il est temps que je termine maintenant, deux mots sur ce qui nous est arrivé. Ce qui nous est arrivé en tant que population, que société européenne, en regard des deux grands types de modèles que je définissais pour la première modernité. Du côté des systèmes qui sont des systèmes d'association, il faudrait ici avoir le temps de reprendre les choses, mais on voit bien que les systèmes d'association privilégiés sont aujourd'hui, du fait même de la pluralisation de leur propre société, sont aujourd'hui en train d'éclater de toutes parts. Alors vous avez des sociétés qui, dans le nord de l'Europe, ont abdiqué totalement leur système de confessionnalité, leur système de privilèges confessionnels. C'est le cas en particulier de la Norvège, qui, en 2012, est revenue sur cette idée qui la structurait depuis son entrée dans l'âge de la démocratie, qui est revenue sur le principe de confessionnalisation, sur le principe de territorialisation de l'appartenance religieuse que portait sa constitution venue du XIXe siècle. En 2012, les choses sont claires, il n'y a plus de religion d'État en Norvège. C'est la même chose en Suède, quelques années plus tôt. En 2000, la Suède remet en question le principe de confessionnalité, remet en question le régime qui l'entraînait à privilégier ce qu'elle appelait l'Église de la nation, l'Église luthérienne. Ce sont des points qui s'affirment de manière très claire, comme ils se sont affirmés après les réactions fascistes de Mussolini ou de Franco. On voit bien que dans le sud de l'Europe,
on n'est pas demeuré attaché à la confessionnalisation réactionnaire portée par les régimes de Mussolini et de Franco, et qu'on s'est ouvert à des règles constitutionnelles qui affirment très clairement, je pense en particulier à la Constitution espagnole de 1978, il n'y a pas en Espagne de religion d'État. On va donc se défaire ici, de manière très explicite, une remise en cause, une déconstruction du régime de confessionnalité qui existait encore dans certains pays. Les choses peuvent se faire de manière explicite, comme je viens de le dire, elles peuvent se faire à bas bruit, par une transformation incrémentale des dispositifs juridiques, des pratiques gouvernementales, par l'adjonction au système qui semble demeurer inchangé d'un certain nombre de règles qui viennent en modifier les équilibres. Je pense ici en particulier au cas de la Grèce, où l'on voit que, tout en préservant les principes posés en 1975, après la chute du régime des colonels, la Grèce se plaçant encore sous l'égide de la Sainte Trinité consubstantielle, dit-elle, c'est en tout cas le principe qu'elle pose dans sa propre constitution, elle évolue petit à petit vers des processus d'égalisation des appartenances religieuses, processus d'égalisation des appartenances ou des démembrements confessionnels. Un ou deux exemples. Les cimetières étaient jusqu'aux années 2000 gérés par l'Église orthodoxe du Christ, c'est-à-dire par la hiérarchie de l'orthodoxie. À partir du début des années 2000, c'en est fini. On faisait prévaloir l'interdiction de la crémation. 2006, la crémation, aux grandes dames de l'Église orthodoxe, est autorisée. L'état civil était géré par l'Église orthodoxe. À partir des années 2000, c'en est fini. L'état civil devient une compétence municipale. Les cours d'instruction religieuse étaient obligatoires dans les écoles. À partir du milieu des années 2000, les cours d'instruction religieuse deviennent facultatifs. La mention de l'appartenance religieuse était obligatoire sur les cartes d'identité. À partir de 2000, c'en est fini. Et vous voyez que vous avez là, par toute une série de mesures incrémentales, un processus qui est un processus faisant signe vers une égalisation des confessions dans les systèmes juridiques que je viens de dire. Pour ce qui concerne les autres modèles, les modèles de séparation, le cas français le montre bien, nous sommes davantage marqués du fait précisément des demandes identitaires qui caractérisent nos sociétés par des dispositifs de reconnaissance qui n'existaient pas sous la première modernité, lorsque la société se rassemblait autour de l'unité culturelle et morale que je disais tout à l'heure. Alors il faudrait avoir le temps de décrire ici ces processus de reconnaissance, il faut que je m'arrête là, ils existent. Alors, ayant dit cela, je viens de décrire un processus de convergence des modèles. Vous voyez que les modèles de confessionnalisation, ceux du Nord, ont tendance à s'ouvrir de plus en plus au principe de l'égalité. Les modèles de séparation, le cas français en étant l'archétype, ont tendance à s'ouvrir de plus en plus à des principes de reconnaissance. Est-ce à dire que ce système de séparation souple serait au fond uniquement marqué par la dynamique de la pluralisation? Si j'avais fait cet exposé en 1990, je me serais arrêté là. Ce qui caractérise les années 80-90, c'est encore un processus de pluralisation ouvert sur le libéralisme. À partir des années 2000, on entre dans toutes les sociétés occidentales, à partir de procédures un peu différenciées, dans un autre modèle. À la fois, il y a des dynamiques de la pluralisation, mais en même temps, de plus en plus, des dynamiques de l'intégration forte, avec en particulier cette obsession qui
à partir des années 2000, sous l'effet en particulier de discours politiques, mais sous l'effet aussi de faits matériels comme les attentats, tout simplement, qui provoquent des traumas collectifs, il y a dans les sociétés occidentales, je pourrais y ajouter les sociétés de l'Est européen, tout à la fois une dynamique de la pluralisation, après tout les différences sont là, il faut bien les accommoder, mais des différences qui ne sont valides qu'à partir du moment où elles s'insèrent dans le cadre d'un système axiologique, d'un système de valeurs que l'État définit. Alors nous, les Français, nous avons de ce point de vue posé le 24 août 2021 une loi qui est tout à fait caractéristique par son exposé des motifs. Dans cet exposé des motifs, vous avez cette réflexion, cette formule. La République est un projet exigeant. La République n'est pas simplement une modalité d'organisation des pouvoirs. C'est un projet qui demande l'adhésion des citoyens aux valeurs qu'elle définit. Voilà un élément qui est tout à fait essentiel, que je pourrais dupliquer en m'intéressant à l'Allemagne, en m'intéressant à la Belgique, en m'intéressant même à l'Angleterre, dont on dit qu'elle est multiculturaliste, pour essayer de vous dire qu'à la fois nos sociétés sont marquées par les dynamiques de la pluralisation, mais qu'elles sont en même temps marquées depuis les années 2000 par des dynamiques qu'on pourrait appeler des dynamiques de l'intégration axiologique, de l'intégration par les valeurs que l'État définit souvent en réponse aux demandes d'une société marquée par ce que Wendy Brown appelait le complexe de la peur. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Cher Philippe, de tous les orateurs que je connais, de tous les collègues que je connais, tu es celui qui a la plus belle maîtrise de la langue française. Ces phrases absolument magnifiques qui toujours retombent sur leurs pieds dans la génialité de l'improvisation. Je suis à chaque fois subjugué et je pense que vous l'avez été vous aussi. C'est vraiment remarquable. Alors nous allons, bien sûr, tu as soulevé à la fin des questions qui vont être abordées et finalement c'est une très belle transition par Stéphanie Hennette-Vauchez. Et moi je retiens, et Stéphanie va en parler, effectivement, à partir d'un certain moment, il faut absolument que l'État inculque des valeurs. Et des valeurs aux deux catégories de nouveaux entrants que nous avons, les enfants, les jeunes d'une part, et les immigrants de l'autre, avec parfois le même vocabulaire, les mêmes définitions. Il y a une inspiration réciproque de ces deux types de discours, alors que pendant longtemps, il était évident que l'État n'avait pas à nous dire quelles valeurs nous devions suivre. Donc ça, c'est une révolution effectivement intéressante. Et je vais maintenant donner la parole à Stéphanie Hennette-Vauchez, qui, elle, alors va revenir à un dispositif plus classique. Non, c'est le dispositif de Philippe qui est classique, et c'est le vôtre qui est moderne, puisque nous parlons de modernité, donc le PowerPoint, dont de temps en temps, ça fait du bien de se passer, mais enfin, là, les textes juridiques sont d'une telle précision, d'une telle exigence qu'il faut quand même avoir du matériau sous les yeux. Donc voilà. Merci. Eh bien, merci beaucoup à François Héran pour l'invitation. Je suis vraiment très, très honorée, très ravie d'être ici. Et puis, je suis aussi très contente, effectivement, de faire suite à ce très bel exposé de Philippe Portier. Et je crois, en effet, comme le disait François Héran, que la transition se fait toute seule, puisque, d'une certaine manière, je pourrais résumer ce que j'ai prévu de vous dire, en rebondissant sur cette idée de montée en puissance d'un paradigme de l'intégration axiologique comme véritablement un des traits saillants de la manière dont la question laïque ou dont le principe de laïcité est utilisé aujourd'hui en France, puisque c'est effectivement sur aujourd'hui en France que je vais, moi, centrer mon propos.
Et donc, effectivement, je vais vous parler du principe de laïcité dans la France contemporaine, et je vais essayer de voir la manière dont ce principe, dont Philippe Portier nous a bien montré qu'il était un des opérateurs de la relation entre l'État et les religions, se transformait pour devenir autre chose, pour se voir assigner de nouvelles fonctions que simplement des fonctions d'organisation des rapports entre l'État et les religions. Et donc, je vais essayer de montrer ces transformations en 2 temps. D'abord, en essayant d'avoir un propos assez général, en réalité, sur le principe de laïcité, sur le sens qui lui est prêté. Et puis, dans un 2e temps, je prendrai un exemple un peu concret d'espace social dans lequel il joue un rôle important, et je parlerai en particulier de l'école. Alors, sur le propos général sur la laïcité, évidemment, la grande difficulté quand on parle de laïcité aujourd'hui, dans le débat politique et juridique français, c'est de savoir un peu ce dont on parle, puisque, en effet, on a beaucoup de mal à donner une définition de ce principe. C'est un terme qui est mobilisé sur une pluralité de fronts, qui est un peu essoré par le débat public, comme j'aime bien le dire, qui lui demande en fait beaucoup trop. C'est-à-dire qu'il y a une telle multiplicité de sujets sur lesquels on invoque le principe de laïcité, que ce soit les repas dans les cantines, les burkinis dans les piscines, que ce soit des sujets plus graves, bien sûr, comme Philippe y faisait référence, la place de la laïcité dans la réponse ou la réaction à des phénomènes de fondamentalisation du religieux qui peuvent prendre des tours violents, voire terroristes. Et Philippe a notamment écrit un texte important sur le tournant sécuritaire de la laïcité. Évidemment, la laïcité est très mobilisée dans la réflexion sécuritaire, comme on le sait, mais elle est aussi massivement mobilisée dans, de manière plus générale, toutes les questions liées à l'intégration, depuis les différents dispositifs qui sont imposés aux étrangers, contrat d'engagement républicain, contrat à respecter les principes de la République dans la version contemporaine, mais aussi dans les procédures d'acquisition de la nationalité, où on voit aujourd'hui, par exemple, que la laïcité compte parmi ces valeurs essentielles de la société française qui vont permettre de faire obstacle à certaines voies d'accès à la nationalité. Donc on voit bien que c'est un terme qui est mobilisé vraiment sur une multiplicité de fronts, et on a du mal à en donner une définition. Alors pendant très longtemps, le droit apparaissait comme un peu une espèce de sphère protégée des passions du débat public, et comme un terrain sur lequel il était possible d'avoir une discussion plus apaisée sur la laïcité. Et j'ai reproduit ici les termes d'un grand juriste qui s'appelait Jean Rivero et qui avait écrit un texte important en 1949 en disant sur le terrain du droit, les disputes autour de la laïcité s'apaisent, puisque finalement, pour les juristes, c'est très simple. La laïcité, c'est une chose et une chose seulement, c'est la neutralité de l'État. Alors probablement, ce jugement de Jean Rivero était peut-être un peu optimiste ou un peu caricatural, même en 1949, puisqu'il y avait des débats entre juristes sur la laïcité, et probablement on ne pouvait pas réduire complètement le sens de la laïcité à cette seule idée de neutralité de l'État. Mais en tout cas, j'aime bien rappeler cette citation parce que, néanmoins, elle permet de capturer une chose, qui est que sur l'essentiel du XXe siècle, il y a eu, en effet, un sens relativement stabilisé du principe de laïcité du point de vue juridique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de débat ou d'interrogation, mais malgré tout, il était possible, avec les outils du droit, de dire la laïcité, c'est quand même à peu près ces 2 ou 3 principes fondamentaux. Et ça, c'est évidemment un point qui, et là encore je rebondis sur l'exposé précédent, c'est un point qui est complètement remis en cause depuis le début du XXIe siècle, où le droit redevient, comme d'autres, vraiment un terrain d'affrontement sur des conceptions de la laïcité. On voit des dynamiques très opposées se manifester. Alors, si on essaye de résumer un peu ces points d'accord
qui caractérisait cette stabilité de la définition juridique de la laïcité sur l'essentiel du XXe siècle, on pourrait dire qu'il formait un peu ce principe de laïcité un triangle de sens, c'est-à-dire que d'une certaine manière, vous voyez un triangle, on peut imaginer 3 pôles d'un triangle qui sont dans un équilibre dynamique, hein, c'est pas complètement figé, il y a évidemment des tensions, mais disons qu'il y a 3 dimensions principales. Une première, c'est bien sûr la dimension de séparation des églises et de l'État, comme ça vient d'être rappelé, c'est le grand choix du modèle de laïcité français opéré par la loi de 1905, dont c'est le titre même. Mais il y a un deuxième pôle très important qui est la garantie du libre exercice du culte. Et de ce point de vue, la loi de 1905, qu'on se représente généralement comme étant un peu la colonne vertébrale du régime de laïcité en France, commence par son article 1er qui dispose que la République assure la liberté de conscience et qu'elle garantit le libre exercice du culte. Et puis, il y a une troisième dimension importante qui est le principe de neutralité de l'État, de l'ensemble des autorités publiques vis-à-vis de la religion, qu'on rattache généralement à l'article 2 de la loi de 1905, au terme de laquelle l'État, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. C'est cette position d'équidistance de l'État à tous les cultes qui se traduit en un principe d'égalité et de neutralité de l'État pour garantir cette égalité entre tous les cultes. Donc ça, c'est, me semble-t-il, 3 principes qui sont tout à fait centraux dans ce sens relativement stable de la laïcité qui caractérise l'essentiel du XXe siècle. Et ce qu'on voit effectivement depuis le début du XXIe siècle, c'est que cet équilibre dynamique, il est affecté par un mouvement qu'on pourrait caractériser comme étant un mouvement d'hypertrophie du pôle neutralité, au détriment un peu des 2 autres. C'est-à-dire que la neutralité comme dimension de la laïcité tend à occuper tout l'espace de la préoccupation politique, mais aussi de la réglementation juridique. Alors cette hypertrophie de la neutralité, on peut en donner de multiples exemples. Un des exemples, me semble-t-il, le plus frappant, c'est que, peut-être l'aurez-vous remarqué, dans le débat public sur la laïcité, très souvent, le mot est tout simplement rabattu sur celui de neutralité. Pour parler de laïcité, on parle de neutralité religieuse, comme si les 2 mots étaient synonymes, ce qui, bien sûr, marque bien que le pôle de neutralité prend le pas sur l'idée de garantie du libre exercice du culte ou de séparation des églises et de l'État. Alors, je vous ai mis ici quelques exemples d'illustrations, non pas dans le débat public, mais dans les transformations de l'écriture juridique, où on voit que le principe de laïcité est immédiatement défini par ou rabattu sur des exigences de neutralité. En l'occurrence, ces 2 exemples proviennent de la loi du 24 août 2021 confortant les principes de la République, qui était initialement appelée loi de lutte contre les séparatismes, à laquelle Philippe Portier faisait référence il y a un instant. Une deuxième illustration de cette hypertrophie de la neutralité est peut-être plus importante encore ou plus forte, puisque cette neutralité que pendant tout le XXe siècle on déduisait du principe de laïcité, c'était la neutralité de l'État, c'était la neutralité des autorités publiques. Or, depuis le début du XXIe siècle, une des transformations les plus grandes qui caractérise les évolutions du principe juridique de laïcité, c'est qu'on va se mettre à déduire du principe de laïcité des obligations de neutralité qui pèsent non plus sur les autorités publiques, mais désormais sur les personnes privées. Et donc là, il y a évidemment quelque chose de très important qui se joue, puisque cette laïcité qui, dans le sens dominant sur tout le XXe siècle, est un opérateur des rapports entre l'État et la religion, à partir du moment où elle génère des obligations qui pèsent sur les personnes privées, devient tout autre chose et se met à jouer un rôle, non plus seulement dans le rapport entre l'État et les religions, mais aussi dans le rapport entre l'État et les individus, ce qui va être un des vecteurs de cette intégration axiologique dont parlait Philippe Portier. Alors, comment est-ce que ça s'illustre ? Ça s'illustre assez simplement, c'est-à-dire que la laïcité qui génère des obligations de neutralité religieuse, pendant très longtemps, elle a en réalité généré des obligations de neutralité religieuse pesant sur les fonctionnaires et les agents publics et sur les bâtiments publics. C'est-à-dire les 2
personnification ou incarnation de l'État. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on rencontre l'État? Lorsqu'on rentre dans un tribunal, un hôpital, une mairie, à la fois par le bâtiment et par les fonctionnaires qui nous y accueillent. Et donc, la laïcité au XXe siècle, la neutralité associée à la laïcité au XXe siècle, c'est la neutralité religieuse absolue qui oblige les fonctionnaires et les agents publics et les bâtiments publics. Et depuis le début du XXIe siècle, on voit que cette obligation de neutralité, elle est étendue à des personnes privées qui ne sont pas dépositaires de la puissance publique, qui ne représentent pas l'autorité publique. Ça commence avec la loi du 15 mars 2004 qui interdit aux élèves des écoles, collèges et lycées de porter des signes par lesquels ils manifestent ostensiblement leurs croyances religieuses. C'est le premier texte juridique qui déduit du principe de laïcité une obligation de discrétion, voire de neutralité religieuse qui pèse sur des individus que sont les écoliers, enfin les lycéens, collégiens, etc. Et puis, à partir de cette loi, en réalité, il va y avoir toute une série d'évolutions juridiques qui suivent le même schéma. C'est-à-dire qu'on va se mettre à discuter autour de l'école des parents accompagnateurs, des stagiaires en formation professionnelle qui pénètrent dans les locaux scolaires pour suivre des stages de formation continue, par exemple. Sont-ils soumis à l'obligation de neutralité? On va également avoir soit des évolutions juridiques, soit des débats politiques récurrents sur le point de savoir si la laïcité ne devrait pas emporter une réglementation du vêtement dans l'espace public. Alors, on a eu bien sûr la loi de 2010 qui interdit le voile intégral, mais on a, vous le voyez bien, des débats récurrents sur le burkini, sur les tenues dans les plages, dans les piscines, lors des compétitions sportives. Et ça, c'est évidemment quelque chose aussi de tout à fait en rupture avec ce qui s'était entendu pendant l'essentiel du XXe siècle autour de la loi de 1905, et notamment pendant la loi de 1905, pendant les débats qui ont présidé à son adoption, il y avait eu un amendement fameux présenté par le député Chabert qui visait à dire que la laïcité imposait d'interdire aux ecclésiastiques le port de la soutane dans l'espace public, et il avait précisément été rejeté comme excessif, comme précisément pas ce que le principe de laïcité voulait faire. Et puis, on a également eu des évolutions en droit du travail avec dans les suites de la saga de la crèche Babylou, qui avait occupé les arènes judiciaires et médiatiques entre les années 2010 et 2014, eh bien, il y a eu, de fait, des évolutions du droit du travail, et il est aujourd'hui permis à des entreprises d'insérer des clauses de neutralité religieuse dans leur règlement intérieur, selon des conditions sur lesquelles je pourrais revenir si ça vous intéresse. Donc on a vraiment, vous voyez, une multiplication des configurations dans lesquelles des personnes privées qui ne sont aucunement dépositaires ou représentantes de la puissance publique se voient assujettir au nom de la laïcité à une obligation de discrétion, une neutralité religieuse. Et ça, c'est vraiment un signe très fort de cette hypertrophie de la neutralité. Alors cette hypertrophie de la neutralité, comme le triangle est un équilibre dynamique, évidemment, elle affecte les autres pôles du triangle. Et je vais passer là-dessus rapidement parce que je ne veux pas être trop longue, mais on pourrait considérer qu'on observe dans le même temps, c'est-à-dire depuis le début du XXIe siècle, une altération de la logique de séparation, avec une autonomie organisationnelle, notamment des cultes, qui est moindre qu'elle l'était pendant l'essentiel du XXe siècle. Et là encore, on pourrait revenir sur la loi séparatisme de 2021. Et puis, on a également un affaiblissement de la garantie du libre exercice du culte, avec une multiplicité des restrictions à la liberté religieuse, sur lesquelles, là encore, on peut revenir, mais indubitablement, lorsque on permet à l'employeur d'avoir une clause de neutralité religieuse des personnels, on revient sur la liberté d'expression du salarié, qui avait été une des grandes conquêtes, notamment des lois Auroux au début des années 1980. Quand on revient sur la liberté des élèves de manifester leurs croyances religieuses à l'école, on revient sur une liberté religieuse qu'ils avaient au cours du XXIe siècle, etc. Donc on est bien dans une logique de restriction à la liberté religieuse, et ces restrictions à la liberté religieuse, elles interrogent par ailleurs du point de vue de leur caractère
inégalitaire, parce que il y a de manière assez notable sur les 25 premières années du XXIe siècle toute une série de questions qui se posent sur le point de savoir si le raisonnement juridique est vraiment bien toujours le même, quels que soient les cultes dont il est question à propos de ces différentes restrictions à la liberté religieuse. Je vous rappellerai par exemple que le Conseil d'État en 2014 avait estimé que les crèches de la Nativité pouvaient recevoir une pluralité de significations et que donc elles n'étaient pas nécessairement des signes religieux qui étaient visés comme tels par le régime de laïcité. En 2001, le Conseil d'État avait également jugé que l'intervention de sœurs congréganistes en prison ne soulevait pas de problème au regard du principe de laïcité du service public pénitentiaire. On a une multiplicité d'exemples en réalité à propos desquels on est à peu près certain que le raisonnement juridique n'aurait pas été le même s'il ne s'était pas agi du culte catholique. Donc voilà en gros ce qu'on peut dire dans une perspective générale sur ces évolutions du principe de laïcité, mais j'en viens donc dans le second moment de mon exposé sur l'école comme un point d'observation intéressant de ces transformations du principe de laïcité. Alors, parler de laïcité et d'école, d'une certaine manière, dans la culture politique et juridique française, ça relève un peu du truisme. On est très habitué à associer école et laïcité, même si il faut quand même rappeler que c'est une association qui finalement n'est pas si ancienne que cela, puisque sur l'histoire longue, l'éducation, elle a essentiellement été prise en charge en France par l'Église catholique. Et ça n'est, pour reprendre une datation que j'emprunte à Yves Deslois, qu'à partir de 1820-1830 que l'école devient, comme il le dit, une affaire d'État. Et quand, au début du XIXe siècle, l'école devient véritablement une affaire d'État et que la puissance publique se met à véritablement revendiquer une compétence massive pour éduquer la jeunesse, on n'est pas encore dans un régime d'enseignement laïque. Le régime d'enseignement laïque n'adviendra qu'à la fin du siècle, avec les lois Ferry des années 1880. Donc, néanmoins, on voit bien que l'école et la laïcité ont évidemment une histoire en large partie commune, mais même quand, à partir de la fin du XIXe siècle, l'école publique laïque devient vraiment le référentiel en matière d'éducation, il faut bien comprendre que cette laïcité de l'enseignement, elle est assez précisément circonscrite. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire l'enseignement laïque dans le programme législatif des années 1880? C'est la laïcité des bâtiments scolaires, c'est la laïcité des personnels scolaires, bien sûr, avec la loi Goblet de 1886 qui interdit aux religieux d'exercer des fonctions d'enseignement, et puis c'est la laïcité des programmes. Mais cette laïcité scolaire, telle qu'elle se déploie à partir des années 1880, ne concerne pas les élèves. C'est vraiment la laïcité bâtiment, enseignant, programme. Et c'est évidemment de ce point de vue qu'on voit que l'école va être un des lieux de ces transformations du principe de laïcité, un de ces lieux où on va voir l'hypertrophie du principe de laïcité, au fil de toute une série de mobilisations et d'évolutions qui débutent dans les années 90, suite aux premières affaires du voile à Creil en 1989, il y a une mobilisation très importante pour repenser le régime de laïcité scolaire qui va aboutir à la loi de 2004 que j'évoquais tout à l'heure et qui fait donc interdiction aux élèves de manifester leurs croyances religieuses à l'école. Alors, cette loi de 2004, elle a 20 ans, on pourrait en faire un bilan, mais là encore, je pourrais en dire quelques mots sur ce qu'on sait, ce qu'on peut dire de 20 ans de ce nouveau régime de laïcité scolaire à l'école publique. Mais je passe là-dessus parce que je voudrais surtout parler, à côté de l'école publique qui est toujours au centre des débats sur la laïcité depuis les années 90, je voudrais aussi qu'on porte le regard sur l'école privée, qui, me semble-t-il, nous en apprend tout autant sur le régime de laïcité, sur, en réalité, les ambivalences du principe de laïcité en droit français contemporain.
Alors, l'école privée, vous le savez, c'est d'abord une réalité sociologique très robuste en France, puisqu'il y a plus de 2 millions d'élèves aujourd'hui qui sont scolarisés dans l'enseignement privé. C'est un peu moins de 20% de l'ensemble des élèves qui sont soumis à l'obligation de l'instruction. Et puis, c'est un régime juridique qui est très robuste. Alors, le régime juridique de l'enseignement privé, aujourd'hui, il découle de la loi Debré du 31 décembre 1959. La loi Debré, elle réaffirme la liberté de l'enseignement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de monopole public sur l'éducation. Des initiatives privées en la matière peuvent exister. Elle affirme aussi la légitimité pour les établissements privés d'afficher un caractère propre, y compris un caractère propre confessionnel. Et en réalité, en 1959, lorsque le législateur dit aux écoles privées « vous pouvez affirmer un caractère propre », en fait, on permet à l'enseignement catholique de s'affirmer comme tel, puisque, pour ainsi dire, l'enseignement privé confessionnel est tout entier catholique. Et puis, la loi Debré, elle propose aux établissements privés une forme d'association au service public de l'éducation nationale, puisque les écoles peuvent passer des contrats d'association, contrats simples, avec l'État, contrats par lesquels ils deviennent donc associés au service public de l'éducation. C'est un régime juridique qui est très robuste parce que cette loi est toujours en vigueur dans les principes qu'elle pose, et en outre, elle a reçu l'onction suprême, si on peut dire, sur le plan juridique, puisque en 1977, le Conseil constitutionnel a jugé que la liberté de l'enseignement était un principe de valeur constitutionnelle. C'est-à-dire que la loi ne peut pas revenir dessus. C'est véritablement un des principes supérieurs qui gouvernent l'ordre juridique français. La liberté de l'enseignement est vraiment placée tout au sommet de la hiérarchie des normes. Ce qui est un point très important parce qu'en l'occurrence, en 1946, lors des débats qui avaient présidé à l'écriture de la Constitution de la 4e République, la liberté de l'enseignement les forces catholiques, notamment la démocratie chrétienne, avaient beaucoup insisté pour que la liberté de l'enseignement soit inscrite dans la Constitution. Et l'opposition des forces de gauche et des forces laïques était très vive, de sorte que la liberté de l'enseignement avait été ignorée par la Constitution de 1946. Et donc, c'est quand même quelque chose de tout à fait remarquable que le Conseil constitutionnel, en 1977, ait choisi de faire de ce principe un principe élevé à la dignité constitutionnelle. Alors pourquoi est-ce que je voudrais parler de cette école privée? Pourquoi est-ce que j'estime que c'est important de parler de l'école privée pour comprendre les dynamiques ou la complexité du principe de laïcité aujourd'hui? Parce qu'il me semble qu'on peut lire ce régime juridique de l'école privée qui découle de la loi Debré, on peut le lire comme un régime d'accommodement de la religion. Et bien sûr, parler d'accommodement de la religion en France, c'est une qualification qui est un petit peu provocatrice, puisque nous le savons tous, nous le percevons tous, au moins intuitivement, il y a un grand récit dominant de la tradition juridique et politique française qui véhicule l'idée selon laquelle, justement, notre modèle doit s'enorgueillir d'avoir inventé un modèle qui serait opposé à et qui serait supérieur, justement, à toute idée d'accommodement de la religion. C'est quand même un des cœurs, justement, du récit sur la laïcité, du récit sur la laïcité républicaine, qui est de se présenter comme un modèle tout à la fois distinct et supérieur des modèles d'accommodement de la religion que l'on caractérise en général en parlant du multiculturalisme, que ce soit dans sa version allemande ou britannique, par exemple. Alors c'est une qualification un peu provocatrice par rapport à ce régime, mais il me semble que lorsqu'on regarde véritablement le régime juridique de l'enseignement privé en France, il est difficile de ne pas y voir une forme d'accommodement consenti à la religion. Parce que, en réalité, ce régime juridique de l'enseignement privé, il se caractérise par le fait que de nombreux principes juridiques sont adaptés, sont modifiés pour précisément permettre à ces établissements privés auxquels on a
reconnu qu'il était légitime qu'ils affirment un caractère propre, même confessionnel, pour faire droit à cette logique. Alors, on peut en donner quelques exemples. Le régime des signes religieux à l'école, dont on sait la centralité qu'il occupe dans les discours et les débats sur la laïcité. Précisément, les écoles privées échappent complètement à tout ce qui se dit dans le débat public et à toutes les évolutions juridiques les plus significatives qu'on a vues se déployer sur l'école publique, parce que, à l'école privée, bien sûr, il y a, puisque les établissements peuvent affirmer un caractère propre confessionnel, on n'interdit pas la visibilité des signes religieux, crucifix, emblèmes et autres. On n'interdit pas aux maîtres de l'enseignement de manifester leurs croyances religieuses, ce qui, en réalité, est une grande complexité sur le plan juridique, parce que ces maîtres sont en fait des agents publics, puisqu'ils participent au service public de l'éducation nationale. Et on a là un peu l'éléphant dans la pièce de toute une catégorie d'agents publics qui ne sont pas soumis aux exigences de neutralité et de laïcité que l'on ne cesse de renforcer par ailleurs, ce qui en fait une exception tout à fait étonnante. Et puis les élèves, bien sûr, ne sont pas soumis à la loi du 15 mars 2004, puisque, précisément, on ne peut pas imposer cette nouvelle laïcité définie comme neutralité religieuse à des établissements dont, dans le même temps, on reconnaît la pleine légitimité, y compris constitutionnelle, à affirmer un caractère propre de nature confessionnelle. Donc on a, vous le voyez bien, une sorte d'exception à ce qu'on entend de plus en plus comme laïcité, neutralité, y compris imposée aux personnes privées, dans le chef de l'école privée, qui échappe pour l'essentiel à ce régime. On a également un régime du financement public qui est tout à fait remarquable. Alors, je rappelais tout à l'heure l'article 2 de la loi de 1905, la République ne subventionne, ne salarie, ne reconnaît aucun culte. Alors, à vrai dire, on en tire parfois dans le débat public l'idée que tout financement du culte, tout financement public du culte en France est impossible. En réalité, ce principe a toujours connu toute une série de petites adaptations, de petites torsions, parce qu'en réalité, il y a des formes indirectes de financement qui peuvent être tout à fait tolérées, comme le fait de prêter, pour une collectivité locale, de prêter un local pour une manifestation, y compris religieuse, jusqu'à des formes plus grandes d'exception à ce principe, comme lorsque, par exemple, un édifice religieux qui est investi d'un intérêt touristique local bénéficie, là encore, d'une subvention publique pour un aménagement quelconque. Donc, ce n'est pas un principe absolu. Mais néanmoins, on voit bien qu'il y a une certaine logique dans le principe de laïcité, de réticence, en tout cas, au financement public du culte. Et qu'est-ce qui se passe avec l'enseignement privé ? Eh bien, on voit que là, on a un financement massif, c'est les termes mêmes de la loi Debré. Les établissements qui passent sous contrat bénéficient d'un financement public qui est loin d'être négligeable, puisque sur le budget 2024, le financement de l'enseignement privé, ça représente 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros, c'est 14% du budget de l'éducation nationale, et le budget de l'éducation nationale est le premier budget du pays, donc c'est pas une somme négligeable. Ce à quoi il faut rajouter des financements consentis par les collectivités locales, dont on n'a pas des chiffres tout à fait officiels, mais qu'on estime à peu près 4 milliards d'euros d'argent public. Et si je rentre dans le détail, c'est d'abord parce que quantitativement, ces chiffres, me semble-t-il, sont déjà assez parlants, mais surtout, ils désignent une chose, qui est qu'en réalité, le financement public, par son ampleur, est aujourd'hui devenu qualitativement presque une condition existentielle pour toute une série d'établissements privés. Pas tous, mais il y a une très grande part des établissements privés qui existent en France aujourd'hui, qui tout simplement dépendent existentiellement de ce financement public. Et donc, il me semble que c'est quand même intéressant pour réfléchir à ce principe de réticence laïque à un financement public du culte. Et puis, un troisième exemple que l'on pourrait mobiliser pour illustrer la manière dont le régime juridique de l'enseignement privé est en fait une forme d'accommodement ou d'exception au régime juridique habituel qui s'applique pour les cultes, puisque, en réalité, dans les établissements privés, on permet aux écoles, comme employeurs, de requérir une forme de loyauté des personnels
Or, ceci est une règle qui n'existe pas par ailleurs en droit du travail français. C'est-à-dire que le droit du travail français, contrairement à d'autres traditions juridiques comme en Angleterre ou en Allemagne, en France, il n'y a pas de règle dans le droit du travail qui considère que si vous êtes un employeur religieux, vous pouvez exiger une certaine loyauté spirituelle de vos employés. Autrement dit, vous pouvez, en tant qu'employeur catholique, mettre dans votre annonce d'emploi que vous recherchez un comptable catholique. Ou vous pouvez, parce que vous êtes d'une autre confession, licencier quelqu'un parce que, dans sa vie privée, par exemple, il ou elle aurait fait des choix qui sont en contrariété avec le dogme religieux. Ça, c'est des règles qui existent dans certains droits du travail, mais ça n'existe pas en droit français, en tout cas, de règle générale. Sauf que, précisément, dans les écoles privées, on a vu se déployer cette logique. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de décisions de justice qui ont pu être rendues où on a considéré qu'étaient justifiés des licenciements pour défaut de loyauté entre les personnels de l'enseignement privé et le dogme, la confession affichée. Et c'est les ruptures de contrats de travail qui peuvent être permises, mais de manière plus générale, en réalité, on a, dans les textes sur l'enseignement privé, rédigé en toutes lettres cette idée que le maître de l'enseignement privé doit respecter le caractère propre de l'établissement. Donc si le caractère propre est confessionnel, il doit respecter l'identité confessionnelle. Donc voilà 3 exemples. Vous voyez, on peut manifester des signes religieux dans l'école privée, on peut financer très largement sur de l'argent public l'enseignement privé, on peut avoir des règles complètement dérogatoires en droit du travail pour l'école privée. On voit bien que l'école privée, c'est vraiment une exception, en fait, à cette manière qu'on a de présenter généralement la laïcité en droit français. Alors, je vais en terminer très rapidement par le fait de montrer un certain nombre de tensions dans cet accommodement. Et c'est la raison pour laquelle il me semble que c'est intéressant de prendre l'école comme point d'observation privilégié des dynamiques qui affectent le principe de laïcité aujourd'hui. Donc l'enseignement privé repose très largement sur une forme d'accommodement de la religion, mais il y a évidemment beaucoup de tensions aujourd'hui qui se donnent à voir dans cet accommodement. Alors d'abord parce que cet accommodement il repose sur toute une série de paradoxes, mais je ne vais pas y revenir, je vais passer sur cette diapositive parce que je n'ai pas vraiment le temps. Mais je voudrais d'abord indiquer que, et en fait, le débat public contemporain le montre bien. Hein, on ne peut pas ouvrir les journaux sans lire aujourd'hui sur l'affaire de Bétara, mais en réalité, c'est à peu près de ce genre de choses dont on peut parler. De quoi on se rend compte aujourd'hui, c'est que finalement, cette espèce d'éléphant dans la pièce du régime juridique de l'enseignement privé, qui est une forme d'accommodement de la religion, dont on ne parle pas parce qu'on parle très peu d'enseignement privé, et dont on ne parle pas parce que le récit dominant de la laïcité française, c'est précisément de refuser toute idée d'accommodement de la religion. Donc on est très gêné, en réalité, de lever le voile sur ces questions. On se rend compte que cet éléphant dans la pièce a dissimulé pendant de nombreuses années un grand nombre d'illégalismes. Alors je ne vais pas du tout rentrer dans le détail de l'affaire de Bétara, dont je ne connais pas davantage que vous en tant que lectrice de la presse, mais on sait bien que cette manière d'avoir au cœur de notre régime de laïcité une exception au récit sur la laïcité telle que celle qui est représentée par les écoles privées a abouti à ne pas visibiliser toute une série d'illégalismes, de pratiques illégales. Alors, par exemple, les établissements privés, en dépit de tous les accommodements dont je vous ai parlé, ils ont quand même une obligation qui est d'accueillir tous les enfants sans distinction d'origine ou de croyance. Autrement dit, la loi Debré interdit à un établissement juif de ne recruter que des élèves juifs, à un établissement catholique de ne recruter que des élèves catholiques, etc. Alors, sur cette question-là, par exemple, on sait très bien depuis de nombreuses années
qu'il y a toute une série d'établissements qui sont en délicatesse avec la loi. On le sait très bien parce qu'il suffit d'aller se promener sur des sites d'écoles privées, de télécharger des dossiers de candidature, et bien souvent, vous allez voir sur le dossier même de candidature qu'on va vous demander quelles sont les dates auxquelles l'enfant s'est livré à tel ou tel sacrement, chose qui est tout à fait étonnante. On sait bien aussi qu'il y a un certain nombre d'établissements qui exigent des preuves de sacrement, des preuves de religiosité, et de manière très étrange, cette violation manifeste de la loi passe souvent inaperçue. De la même manière, et je mets ici une référence à une étude qu'on a publiée récemment avec une collègue qui s'appelle Julia Arroyo, on a fait un travail sur un échantillon d'à peu près 250 règlements intérieurs d'établissements privés, en se concentrant sur les dispositions relatives à la tenue vestimentaire, et on se rend compte que là aussi, il y a une sorte de continent d'illégalisme sur lesquels, et c'est des règlements intérieurs qui sont accessibles sur Internet, hein, on n'est pas allé chercher des documents classés secret défense, et il y a là en fait un défaut total de mise en œuvre de l'action publique ou de quelque forme juridique de sanctions que ce soit. Parfois, on a des établissements privés confessionnels qui imposent des règles de neutralité qui peuvent être sélectives. Par exemple, un établissement catholique qui interdit, par exemple, le voile de manière spécifique. Donc, juridiquement, c'est des discriminations religieuses. Donc, ça soulève question sur les motifs pour lesquels il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc il y a toute une série d'illégalismes qui posent problème, et puis il y a aussi une interrogation, et j'en terminerai là-dessus, sur l'inégalité de traitement. Et évidemment, la période hiver 2023, début 2024, était tout à fait emblématique, puisque en l'espace de 2 ou 3 mois, d'abord, le sujet de l'école privée, dont on ne parlait pratiquement pas jusque-là, est revenu sur le devant de la scène. Et puis, il est revenu sur le devant de la scène avec 2 cas tout à fait emblématiques, le lycée Stanislas de Paris, d'une part, et le lycée Averroès de Lille, d'autre part. Le lycée Stanislas est un établissement catholique, et vous avez peut-être souvenir de cette histoire, un rapport d'inspection qui a été publié par un organe de presse, parce qu'il y a une très grande opacité de l'action publique là-dessus, et les rapports sont difficilement accessibles, faisait état d'un certain nombre de manquements délibérés de la politique de l'établissement Stanislas par rapport à la formule du contrat d'association qui découle de la loi Debré. En particulier, les cours d'enseignement religieux étaient obligatoires, ce qui est illégal. Et puis, il y avait également un certain nombre de choses qui étaient pointées sur le non-respect des programmes officiels de l'éducation nationale, alors même qu'on a un établissement sous contrat. Ce rapport a été remis, il pointe donc les manquements aux obligations légales et réglementaires, et il fait un certain nombre de recommandations à l'établissement. Et la ministre de l'Éducation nationale de l'époque, interviewée sur France Inter, indique qu'elle n'a pas d'action particulière à entreprendre, puisque le rapport d'inspection fait un certain nombre de recommandations, et donc il appartient à l'établissement de s'y conformer. Quelques semaines, à peu près dans le même temps, le lycée Averroès de Lille, qui était un des 2 seuls lycées privés musulmans sous contrat existants en France, s'est vu retirer son contrat d'association sur la base de procédures qui sont beaucoup plus opaques, parce que ce n'était pas un rapport de l'inspection générale qui est compétente pour contrôler les établissements privés, mais c'était un rapport de la Chambre régionale des comptes qui est compétente pour faire des contrôles financiers, mais pas des contrôles pédagogiques. Et néanmoins, une difficulté qui tenait à la présence d'un livre contenant des propos haineux dans le centre de documentation de l'établissement a mené au retrait du contrat d'association. Alors c'est très impressionnant parce que depuis 1959, aucun établissement privé sous contrat ne s'était jamais vu retirer un contrat d'association. Donc c'est un peu l'arme atomique du régime juridique de l'enseignement privé et qui a été mobilisée donc à propos du lycée Averroès en novembre 2023, et à nouveau il y a quelques semaines, à propos du lycée Al-Kindi à Dessines autour de Lyon, qui était le 2e seul lycée privé
musulman sous contrat avec l'État en France et qui, lui aussi, vient de se faire retirer son contrat d'association. Donc, on voit que 2 établissements privés musulmans contractualisés se voient retirer leur contrat, ce qui est donc la sanction la plus lourde et jamais usitée depuis 1959. Et dans le même temps, on a toute une série d'établissements musulmans hors contrat qui alertent en indiquant que ça fait des années qu'ils demandent la contractualisation et qu'ils ne l'obtiennent pas d'une posture qui est pour partie de restriction budgétaire, mais pour partie, c'est l'interrogation de refus de principe du ministère de l'Éducation nationale de contractualiser. Et donc, on a une différence de traitement qui est évidemment qui soulève de graves questions sur la mesure inégalitaire dans laquelle s'applique aujourd'hui la loi républicaine. Alors, j'en conclus simplement pour essayer de ramasser mon propos en rappelant donc que ce que j'essaye de faire, c'est en saisissant cet espace scolaire, c'est voir la laïcité scolaire, mais justement telle qu'elle se déploie de manière très différente entre enseignement public et enseignement privé, pour problématiser ces récits de la tradition constitutionnelle de l'égalité qu'on nous livre parfois sous une forme un peu grossière, en disant que l'égalité républicaine ou l'universalisme de la loi républicaine, c'est en fait l'uniformité, c'est-à-dire exactement la même loi égale pour tous. Et il me semble que, indépendamment de la question normative de savoir si c'est souhaitable, il me semble que c'est un récit qui n'est pas un reflet fidèle de la réalité, où on voit que des principes aussi centraux ou aussi transversaux à la tradition constitutionnelle française que le principe de laïcité connaissent en fait des aménagements et des accommodements très très impressionnants. Et je crois que regarder ensemble école privée et école publique permet de voir cela. Merci beaucoup pour votre attention.